Les rendez-vous de la conservation, un podcast inspirant proposé par MOOC Conservation et Youth Conservation de l'ICN. À travers des interviews d'acteurs engagés dans la conservation, nous souhaitons informer, former et inspirer tous les passionnés de la nature qui s'impliquent dans la protection de l'environnement. Bienvenue dans ces rendez-vous de la conservation. Bonjour Rodrigue, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre podcast Les rendez-vous de la conservation. Rodrigue Castro Bédomont, vous êtes originaire du Bénin, doctorant, et vous avez cofondé l'ACED, qui signifie Centre africain pour le développement équitable. Alors Rodrigue, je vais vous poser, comme j'aime à le faire avec mes auditeurs, une première question peut-être pour vous présenter de façon assez générale. Est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours académique et professionnel? Qu'est-ce qui vous a amené à vous engager pour l'environnement et comment vous avez été impliqué dans la création de ce centre africain pour le développement équitable? La parole est à vous. Merci beaucoup, Hélène. C'est un plaisir d'être là. Alors, pour commencer, je ne suis pas doctorant, hein. J'ai fait le doctorat depuis maintenant 2016, donc ça fait 8 ans là. Je suis ingénieur agronome de formation et spécialisation en gestion des ressources naturelles. J'ai fait un doctorat aussi dans le même domaine, puis un postdoc en Suisse, beaucoup plus en environnement, mais avec une spécialisation sur l'économie des ressources naturelles. Bon, D'accord. au début de ma carrière, en fait, je suis rentré dans l'environnement, je vais dire, pas le choix de mes parents. C'est eux qui rêvaient, en fait, d'être forestiers, donc ils m'ont poussé, au fait, à rentrer dedans. Donc, mais j'ai pris goût aux thématiques de l'environnement et par la suite, c'est devenu, en fait, une conviction. Et pour moi, qu'aucun développement, au fait, n'est durable sans un environnement sain et vivable. Alors, pour ce qui est de ACED, je n'ai pas été à la création de ACED. J'ai rejoint la dynamique de ACED, on va dire 2 ans après sa création. ACED a été créé en 2010 et moi j'ai commencé mes travaux avec eux en 2012. Donc j'ai vécu en fait l'établissement et j'ai contribué à la croissance, la montée en puissance de l'organisation, son extension thématique et géographique. ACED était au Bénin, mais ACED est maintenant présent dans 7 pays en Afrique de l'Ouest francophone. Voilà ce que je peux dire. Merci Rodrigue, effectivement, mes informations n'étaient pas tout à fait à jour, je m'en excuse. Mais voilà, le principal, c'est que vous puissiez aujourd'hui témoigner sur ce podcast. On va parler du coup de la CED. Alors, donc on n'est effectivement pas uniquement au Bénin, mais dans 7 pays. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus en détail quelles sont les missions principales de la CED? Comment le centre travaille-t-il pour protéger et valoriser durablement la biodiversité? Alors, je commencerai par définir ACED hein, pour les auditeurs. ACED, c'est le Centre africain pour le développement équitable. Et donc, c'est un think and do tank, comme on aime bien le définir, c'est-à-dire un centre de réflexion et d'action. Notre stratégie 2024, 2020-2024 est arrivée à échéance. Donc, nous avons une nouvelle vision qui commence maintenant en 2025 et pour l'horizon 2030. Cette vision est de fournir aux décideurs politiques et aux praticiens de développement les connaissances pour un développement équitable. Et c'est là, en fait, toute la particularité des assets parce que nous intervenons à un niveau, je vais dire, stratégique, au niveau des décideurs politiques et des praticiens, et en complémentarité, au fait, avec nos institutions sœurs qui travaillent au niveau, je vais dire, très actions, très opérationnelles sur le terrain. Cela ne veut pas dire que nous ne faisons pas aussi des actions. Nous descendons aussi sur le terrain, nous apprenons, nous testons des modèles, nous faisons des expérimentations, mais notre particularité, en fait, est d'apporter la connaissance à ceux qui décident, parce que nous estimons, en fait, que tout commence par là et tout finit par là aussi. Nous agissons, comme je le disais, comme un partenaire de connaissances en mobilisant les différentes connaissances existantes pour accompagner ces différents acteurs. Et nous le faisons dans plusieurs domaines. Dans 4 domaines, et il y a un domaine en fait qui est l'économie de la nature qui correspond au fait
à notre programme sur la biodiversité. Nous faisons cela, hein. Quand je dis ici nature, comprenez à l'intérieur qu'il y a la biodiversité aussi, hein, qui est la partie vivante de la nature, mais tout ce qui n'est pas aussi vivant et qui est lié et à la beauté, à la connaissance de la nature. Alors, nous travaillons sur tout le Bénin, mais pour ce qui est de ce programme en lien avec la nature, nous le faisons essentiellement au sud du Bénin et dans les zones urbaines. Donc voilà ce que je peux dire rapidement sur notre mission et ce que nous faisons en lien avec la biodiversité. Merci Rodrigue pour cette entrée en matière. Je voyais que alors j'espère que c'est toujours d'actualité, mais que la CED avait 6 programmes distincts en fait, tout au long de la chaîne de production. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus? Et puis peut-être nous parler d'un exemple, nous donner peut-être un projet phare qui a été mené récemment par la CED et qui a eu un impact significatif sur la biodiversité et puis aussi sur les communautés locales. Merci beaucoup, Hélène. Et oui, en effet, comme vous pouvez déjà l'imaginer, ce n'est plus 6 programmes que nous avons avec la nouvelle stratégie qui démarre en 2025. Nous en sommes maintenant à 3 programmes, donc on peut résumer en 3 lettres. RAU, bon, c'est en anglais pour dire Relevance, Accessibility and Use. Le R, c'est pour la pertinence, le A, c'est pour l'accessibilité, et puis le U, c'est pour l'utilisation. Alors, nous nous assurons que les connaissances que nous mobilisons, en fait, soient pertinentes pour les décideurs politiques et les praticiens. Les praticiens ici, ça peut aussi bien être la société civile, hein, ça peut aussi être les partenaires techniques et financiers. Donc, nous assurons en fait que ces acteurs ont les connaissances qu'il faut et que ce soit sur la nature, sur la biodiversité ou sur les autres thématiques d'intérêt des ACED. Donc ça, c'est le premier pilier. Le second pilier, au fait, c'est l'accessibilité. Une fois que ces connaissances sont pertinentes, tant du point de vue de la problématique qui est posée que de la solution qui est proposée, c'est nous assurer en fait que les connaissances arrivent chez les bonnes personnes au bon moment et au bon endroit pour qu'ils puissent donc les utiliser. Et le troisième et dernier pilier ou programme, en fait, c'est accompagner ces différents acteurs à pouvoir utiliser ces connaissances pour pouvoir prendre les bonnes décisions ou bien mettre en œuvre les bonnes actions. Donc, cela inclut renforcer les capacités, mettre en place les dispositifs qui facilitent l'interaction entre nous et puis eux, mais aussi les aider à mieux appréhender l'écosystème dans lequel ils interviennent pour s'assurer que les solutions qu'ils développent ou qu'ils proposent, que ce soit les solutions politiques ou bien les solutions opérationnelles, soient les plus adaptées et les plus efficaces possibles. Euh, pour ce qui est d'un exemple concret, je vais prendre l'exemple d'un projet d'une initiative que je vais plutôt dire une initiative parce que elle a démarré en 2022 et puis elle est amenée au fait à s'étendre vers le sud du Bénin et vers les grandes villes au fait de la région de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons commencé avec le comité français de l'UICN à travers le programme des petites initiatives. Nous continuons maintenant avec le programme ProBioDev, toujours du comité français, et nous espérons encore avoir du soutien des autres partenaires pour nous étendre progressivement vers le sud du Bénin et vers les autres régions. De quoi s'agit-il concrètement en fait? C'est une initiative de renaturation de la ville, des zones urbaines. Comme je le disais précédemment, nous faisons une focalisation sur les zones urbaines parce que nous pensons que l'enjeu de la biodiversité est beaucoup plus pressant au niveau des zones urbaines, à cause au fait du modèle de développement qui se fait en fait au détriment de la nature. Donc, cette initiative, au fait, nous a permis de mettre en place des modèles de nature en ville, des espaces verts productifs et non productifs. Les espaces verts productifs, au fait, ce sont les jardins fermes communautaires où la production agroécologique est conduite avec les jeunes hommes et femmes de la ville et pour produire des légumes frais, bio et accessibles à tous. Et à côté de ces espaces verts productifs, nous avons aussi mis en place des espaces verts non productifs. Cette fois-ci, c'est à but récréatif pour créer une reconnexion entre la nature et puis les populations et profiter aussi pour conserver en fait la flore locale. Nous testons aussi d'autres modèles avec maintenant le programme ProBioDev. Et l'idée, c'est que finalement, la ville, en fait, puisse s'approprier de ces différents modèles et puisse les mettre à l'échelle. Et cela a commencé déjà. La ville d'Abomey-Calavi avec qui nous travaillons a été jusqu'à
à mettre en place des ressources pour l'extension en fait de ces différents modèles et nous espérons que cela va continuer dans le futur. Donc voilà, si je pouvais donner un exemple plus concret de ce que nous faisons. Ouais, très intéressant. Et je pense que c'est un sujet aussi. Enfin, quelle est votre vision en tant que, pour le coup, de think tank de, c'est toujours un défi d'arriver à concilier les objectifs de conservation de la biodiversité avec les besoins économiques des communautés locales, alors que ça soit en ville ou dans des zones rurales. Mais quelle est votre vision au sein de la CED sur ce sujet? Oui, c'est une très bonne question. Euh, alors, globalement, il y a trois visions hein, de la nature de la conservation. Il y a la vision intrinsèque, la vision instrumentale et puis la vision relationnelle. À CED, nous avons une vision qui est plutôt relationnelle de comment est-ce que nous devons vivre avec la nature. Et c'est là on va dire, toute la vision même de notre programme d'économie de la nature. Et nous résumons tout cela en une expression qu'on appelle la civilisation écologique. C'est comment est-ce que le développement économique, on ne peut pas l'arrêter, comment est-ce que ce développement économique peut se faire en harmonie avec la durabilité de l'environnement. Et pour ça, nous avons plusieurs outils, comme par exemple les solutions fondées sur la nature que nous mettons en avant dans nos différentes interventions et nous assurer en fait que le développement économique n'est pas entravé, mais que ce développement économique embarque en son sein un modèle en fait de conservation de la nature. C'est ce que nous essayons de faire tous les jours à travers nos différents instruments et le défi, en fait, c'est de convaincre, en fait, les décideurs politiques pour qu'ils soient engagés sur cette vision, mais aussi d'avoir l'adhésion de la communauté et pour que ça soit implémenté. Donc, voilà. Merci Rodrigue. On va prendre un peu de hauteur ensemble et là je fais aussi appel à ce qui se passe au Bénin, mais pas seulement. Quels sont aujourd'hui, selon vous hein, et selon la l'ACED, les travaux qui sont menés, les principaux défis auxquels la biodiversité est confrontée, on va la dire, en Afrique de l'Ouest et puis de façon plus générale, peut-être sur le continent africain? Oui, alors je dirais simplement, hein, disons comme un citoyen lambda du Bénin, de l'Afrique en général, et les facteurs qui sont connus, c'est la pression anthropique, c'est les changements climatiques et autres. Mais de ma posture de chercheur et de tout ce que je viens de dire, en fait, moi je pense que le facteur principal qui est mise en cause ici, c'est le modèle de développement que nous avons dans tous les sens du terme. C'est le modèle de développement qui est en cause. Et je m'explique. Nous avons un modèle qui est davantage, comme je l'ai dit tout à l'heure, instrumental. C'est-à-dire, on enlève tout, on exploite, pourvu que cela puisse en fait, nous aider à nous développer. Et puis, c'est plus tard qu'on a commencé par avoir de la conscience pour dire, OK, il faut maintenant conserver et autres, et on revient en arrière pour pouvoir le faire. Donc, pour moi, la pression anthropique, en fait, vient du fait que nous avons un modèle économique qui n'a pas tenu compte du fait que la nature doit être au cœur de tout. Et donc, si on doit vraiment trouver une solution, c'est le modèle de développement qu'il faut repenser. Et par exemple, dans les villes, on ne peut pas faire une planification et sans, au fait, s'assurer que nous avons un minimum d'espace pour l'infrastructure écologique et autres. Nous ne pouvons pas juste mettre du béton et après réfléchir à comment est-ce qu'il faut venir maintenant pour créer du confort. Nous ne pouvons pas enlever la nature pour venir après réfléchir à comment on viendra maintenant pour créer des espaces verts. Vous voyez? Donc, pour moi, tout est parti du modèle de développement qui n'est pas, on va dire, Adéquat. très Mhm. pro, Mhm. très pro-environnemental ou pro-nature. Voilà. D'accord, très intéressant. On est évidemment chez MOOC, enfin, au Papaco, très sensible à la question de l'éducation, de la formation. Euh, Comment, toujours, enfin, selon voilà, les travaux que vous avez pu mener, votre expérience du terrain, enfin, comment vous voyez la place de l'éducation et son évolution, enfin l'évolution de la sensibilisation à la conservation, à la sauvegarde de la biodiversité. Est-ce que les choses évoluent au Bénin et en Afrique de l'Ouest de façon plus générale? Est-ce que on sait que les comportements mettent du temps à changer, mais voilà, vous avez maintenant un peu de recul. Est-ce que vous voyez que les mentalités évoluent, que les comportements changent, et comment vous voyez un peu cette évolution dans les années à venir?
Alors, c'est une thématique très intéressante, hein, l'éducation et la sensibilisation à la conservation. Je pense même que elle est fondationnelle pour le changement de comportement et pour la civilisation écologique que nous sommes en train de promouvoir. Fondationnelle pour deux raisons. La première raison, c'est d'abord pour l'engagement politique, c'est-à-dire ceux qui sont censés décider de ce qui a fait et mettre les moyens pour le faire, ils ont besoin d'être éduqués à la chose. Et deuxième point, c'est pour l'adhésion communautaire. La communauté aussi a besoin d'être éduquée, d'être sensibilisée. Je vais vous donner un simple exemple. Nous avons mis en place un espace vert à Kota, à Calavi, pour inspirer et puis créer de la reconnexion entre la population et la nature. Le premier modèle de gestion qu'on a mis en place, c'est le modèle d'accès libre, c'est-à-dire un bien public laissé à tout le monde. Après 6 mois, nous avons vraiment constaté qu'il y a de la dégradation. Et des fois, même les gens viennent et collectent les feuilles, les racines et les écorces au fait des espèces locales que nous avons mis au niveau du jardin et ils piétinent le gazon. Bref, on s'est rendu compte en réalité que c'est un problème d'éducation environnementale pour la communauté. Ils n'ont pas été éduqués au fait que vous ne pouvez pas collecter les essences qui sont au niveau de ces sites. Parce que naturellement, ils ont été habitués à utiliser les herbes, les feuilles et autres pour leurs besoins. Donc, ils ont vu des ressources et ils veulent collecter. Donc, il y a un besoin vraiment d'éduquer, de sensibiliser les gens sur la conservation de la nature, sur le maintien des espaces verts et tout. Mais pas que. J'ai parlé aussi tout à l'heure de l'engagement politique. Mm. Les décideurs politiques aussi ont besoin de toucher du doigt ce dont on parle. Donc, il ne s'agit pas de parler de la conservation et dans les fiches et autres, mais c'est de leur montrer du concret sur le terrain. Une fois que nous, on a mis en place ces sites vitrines, on a senti quand même qu'il y a une évolution dans la manière dont les décideurs politiques perçoivent la nature, notamment en ville, et sont même disposés maintenant à faire plus que ce que nous on demande. Donc, d'où l'intérêt, en fait, de les éduquer, mais vraiment, comme le disait l'autre, il faut éduquer par l'action, par le concret et non pas juste le verbe, pas les propos. Il faut vraiment trouver un cadre concret pour démontrer ce dont on parle et amener les gens à avoir un changement de comportement. Voilà. Et une façon aussi de pouvoir mener à bien ces projets, c'est l'usage des nouvelles technologies. Quelle est, selon vous, en fait, enfin, quelle place vous accordez à la science et à l'innovation bah, justement, dans les projets qui sont mis en place et dans cette civilisation écologique dont vous parlez? Quelle place faut-il laisser à la science et à l'innovation? Comment s'en servir, à bon escient? Alors, ACED évolue dans l'industrie de la connaissance, hein. J'ai défini notre organisation comme un think and do tank, un centre de réflexion et d'action. Donc, la connaissance, en fait, c'est la matière première de l'organisation. La science et l'innovation sont les vecteurs de nos interventions. Disons que nous jurons, nous jurons, si je peux le dire ainsi, par la science et par l'innovation. Pourquoi? Parce que, comme je le dis, nous sommes dans une région où les ressources sont limitées et on doit donc s'assurer que les décisions qui sont prises sont les bonnes et les meilleures possibles. Et nous devons aussi avoir la capacité d'apprendre de ce qui se passe ailleurs, hein. On ne va pas réinventer la roue. Donc, de nous assurer en fait que ces connaissances viennent pour informer nos pratiques et nos décisions. Et c'est là en fait tout l'intérêt de backup en fait dans nos interventions par la science et aussi par l'innovation. Donc oui, la science et l'innovation, c'est au cœur de nos interventions. Je pense que c'est même cela qui nous différencie des autres organisations. Merci, Rodrigue. J'avais une question peut-être plus sur votre propre engagement, peut-être une question plus personnelle, mais qu'est-ce qui vous inspire au quotidien dans votre engagement et dans les travaux de recherche que vous menez avec et pour la CED? Ouais, ça, c'est une question qui est un peu difficile. Euh, alors, ce qui m'inspire personnellement, je pense, c'est la nature elle-même, hein, et dans ses règles, ses principes et ses lois. Et pour moi, la nature a tout prévu. Il suffit juste d'observer autour de nous et comment tout est.
tout est symétrique dans la nature, tout est bien allié, tout est bien organisé, la cime des arbres, les troncs, tout est assez bien organisé. Et je pense que fondamentalement, l'homme ne doit en aucun cas se considérer comme supérieur une autre espèce de la nature, quoi. On doit vraiment avoir une relation d'égal à égal avec les autres. Et c'est une manière assez particulière de voir la nature. Et cette manière change tout dans la manière de réfléchir, dans la manière d'interagir avec les uns et les autres et avec la nature. J'observe beaucoup la nature, j'aime être dans la nature et je pense que c'est quelque chose qui peut changer la vision des choses lorsqu'on on se rend compte de la majesté, en fait, de la nature. Ouais, on sent votre amour pour la nature dans dans votre façon d'en parler. Bah écoutez, Rodrigue, on arrive à la fin de notre entretien. J'aime bien poser cette dernière question à mes invités. Est-ce qu'il y a un message que vous aimeriez partager aujourd'hui à l'antenne, à nos auditeurs, peut-être ceux qui hésitent encore à s'engager en faveur de la conservation de la nature et d'un développement harmonieux entre l'homme et la nature? Est-ce que, voilà, un dernier, peut-être un conseil ou un message à leur faire passer? Alors, ce que je dirais, c'est déjà que la conservation, ce n'est pas du militantisme. Et les gens confondent cela du militantisme. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du militantisme et ce n'est pas une option. C'est une nécessité, c'est une valeur cardinale à avoir et à transmettre hein, et autres là. Et les communautés locales savent beaucoup mieux de quoi il s'agit. Parce que la nature, la biodiversité, c'est à la fois leur supermarché, leur pharmacie, leur église, leur mosquée, leur centre de culte, tout. Donc, ils vivent au quotidien les bénéfices au fait de cette biodiversité, de cette nature, et ils jouent un rôle clé au fait dans la gouvernance de cette nature. Donc, c'est vraiment important d'avoir l'esprit ouvert et être conscient que nous devons vivre en harmonie avec cette nature. Les visions, je vais dire, tarsiennes et de l'ancien temps de la nature, et la nature très intrinsèque ou très utilitaire et autres sont maintenant dépassées. Et j'invite les uns et les autres à avoir une approche beaucoup plus relationnelle, beaucoup plus juste et responsable en fait vis-à-vis de la nature et de ce qu'elle contient. Voilà. Merci beaucoup, Hélène. Merci Rodrigue, je vous remercie pour votre temps, votre disponibilité et ce témoignage passionnant. Donc, un grand merci d'être venu témoigner aujourd'hui sur notre podcast. C'est Je vous un souhaite- plaisir. Merci Merci beaucoup. Rodrigue. À bientôt. Nous arrivons à À la très fin de notre bientôt. épisode. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour d'autres témoignages inspirants d'acteurs engagés dans la conservation de la nature.